Maïdougouri, capitale de l'État de Borno, est le refuge de plus d'1 million de personnes déplacées. Avec la reprise de plusieurs localités de l'État par l'armée nigériane, les déplacés sont aujourd'hui toujours plus nombreux à rejoindre la ville. Il y a beaucoup de cas de malnutrition à Maïdougouri, à cause de Boko Haram. Les gens n'ont pas pu s'occuper de leur culture, ils n'ont pas pu retourner aux champs pendant un certain temps. À cause de ça, il n'y a pas assez de nourriture et la malnutrition a fait son apparition. Résultat, les structures sanitaires sont débordées entre les habitants de la ville, les personnes déplacées et celles référées depuis les autres villes de l'État comme Bama ou Dikwa. Le nombre de gens qui ont été déchargés mais qui n'ont nulle part où aller ne fait qu'augmenter. Nous ne pouvons pas les ramener à Bama ou à Dikwa parce que là-bas la situation est catastrophique. Ces villes ont été libérées il y a quelques mois après avoir été parfois jusqu'à 2 ans sous le contrôle de Boko Haram. L'insécurité reste présente, mais les équipes MSF peuvent s'y rendre avec des convois militaires. C'est le cas à Bama, la 2e ville de l'État, où le taux de mortalité dépasse le seuil qui permet de qualifier une situation d'urgence. 15% des enfants de Bama souffrent de malnutrition aiguë sévère. Derrière moi, comme vous pouvez le voir, il y a un cimetière où les morts ont été enterrés. La plupart sont morts à cause de la faim et à cause du manque d'eau. D'autres sont morts à cause du manque de médicaments. Avant que les ONG n'arrivent, personne ne nous aidait. Aujourd'hui, les habitants de Bama sont regroupés dans l'enceinte de l'hôpital, où il manque de tout. Les interventions sur ces sites sont absolument essentielles parce qu'il y a un très grand nombre de personnes qui sont vraiment sur le fil. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas un acte d'assistance et notamment d'assistance médicale immédiate, leur survie à très court terme, à quelques heures, quelques jours, est menacée. Des cas comme ça, il y en a des milliers, voire des dizaines de milliers sur les 500 000 à 800 000 personnes qui sont placées dans cette situation-là sur une vingtaine de sites dans l'état de Borno. Ces personnes peuvent être prises en charge et recevoir des soins en urgence. Mais dans l'état de Borno, il subsiste encore des zones complètement inaccessibles. Les quelques personnes que l'on voit sortir nous rapportent d'énormes difficultés pour trouver de la nourriture et une insécurité qui continue. Et on n'a pas accès à ces populations, on n'a aucune idée combien ils sont. Mais voilà, on pense que les conditions peuvent être très dures et qu'à un moment ou à un autre, on aura accès, on espère, à ces populations-là. Une partie de ceux qui ont réussi à fuir les combats se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, au Cameroun. Là-bas, les équipes MSF prennent en charge les victimes directes de la violence. Elles offrent aussi des soins aux enfants et aux femmes enceintes et des consultations de santé mentale. Les hommes de Boko Haram battaient et tuaient des gens. Ils les égorgeaient. Quand ils arrivaient, ils commençaient à tuer les gens, ils les égorgeaient et ils demandaient aux femmes et aux enfants de regarder. Ils tuaient tous ceux qui avaient plus de 15 ans, les hommes et les femmes. MSF est en train d'intensifier ses opérations auprès de la population de l'État de Borno. Eau, nourriture, santé, abri, les besoins de centaines de milliers de personnes sont immenses. « 12 juillet, au large des côtes libyennes. Le Bourbon Argos vient d'être appelé pour un sauvetage en mer. 541 personnes fuyant les persécutions et les guerres de leur pays, sans autre solution pour gagner l'Europe que de s'en remettre aux passeurs. Nous sommes ici parce que les pays européens ne proposent toujours pas une manière sûre et humaine de demander l'asile en Europe à des personnes qui fuient des pays ravagés par la violence et les conflits. Nous sommes ici pour tenter de combler un manque, au moins temporairement, jusqu'à ce que l'Europe se réveille.
Pendant l'opération de sauvetage, l'un des canaux pneumatiques s'est dégonflé et une quinzaine de personnes se sont retrouvées dans l'eau. Munies de gilets de sauvetage, elles ont toutes été sauvées. Cet incident illustre les dangers courus sur la mer Méditerranée, cimetière aux portes de l'Europe, mais seul espoir pour des milliers de personnes. Aya a déjà vécu au moins une offensive israélienne. Elle a passé toute sa vie dans un territoire sous blocus. Il y a 5 mois, elle s'est brûlée au 2e et 3e degré. Il était 7 heures du matin. On était en train de préparer le thé pour le petit déjeuner. On était sur le balcon quand elle a fait tomber la théière. L'eau s'est renversée sur son corps et son visage. Aujourd'hui, Aya va mieux. Mais dans ce territoire dévasté, les accidents domestiques sont courants. Les victimes viennent s'ajouter à la longue liste des blessés de la guerre de 2014 qui ont encore besoin de soins. L'occupation et le blocus sont les premiers responsables des défis auxquels nous faisons face pour offrir des soins médicaux. Cela cause un manque de médicaments et de matériel médical, des coupures électriques constantes, un mauvais usage du réseau électrique et des solutions alternatives qui, à leur tour, causent des brûlures que nous devons prendre en charge. Dans la bande de Gaza, MSF gère 3 dispensaires de soins post-opératoires et mène régulièrement des missions chirurgicales pour les victimes de la guerre et de l'embargo. L'hépatite C est une maladie chronique qui touche notamment les consommateurs de drogue par injection et les personnes séropositives. Elle se transmet par le sang, attaque lentement mais sûrement le foie des patients et provoque une fibrose, une cicatrisation de l'organe qui ne peut plus fonctionner normalement. Les patients très atteints souffrent d'une cirrhose du foie et ont généralement besoin d'une greffe. Il y a quelques années, le seul traitement disponible durait 1 an, coûtait 25 000 €, comportait de nombreux effets indésirables, et tout ça pour ne guérir que la moitié des patients. Aujourd'hui, l'alternative est nettement plus favorable, les antiviraux à action directe, une nouvelle classe de médicaments. L'un d'entre eux, le sofosbuvir, ne provoque quasiment pas d'effets indésirables, réduit considérablement le risque de rechute, et ne nécessite que 12 semaines de traitement, avec 95% de taux de guérison. Le seul hic, c'est son prix. Pour produire un traitement de sofosbuvir, il faut compter une centaine d'euros. Aux États-Unis, le traitement coûte près de 100 000 $. Concrètement, 1 gramme de sofosbuvir coûte 67 fois plus cher qu'un gramme d'or. En France, pour traiter tous les malades, il faudrait dépenser plus que le budget des hôpitaux parisiens. Le prix du médicament dépend des accords passés avec le laboratoire qui le produit, Gilead. Ainsi, dans 91 pays, le sofosbuvir est censé être disponible en version générique. Mais ces pays ne couvrent que la moitié des malades. La plupart des pays les plus touchés ne bénéficient pas des accords de licence passés entre le laboratoire et les fabricants de génériques qui leur permettraient de disposer du médicament à un prix réduit. Dans les pays avec lesquels il a passé un accord, sous prétexte de lutte contre la revente des médicaments, Gilead impose des mesures drastiques. Le laboratoire a notamment accès aux informations personnelles, y compris nom et adresse, de chaque patient et peut les utiliser comme il l'entend. Enfin, conséquence de la politique de prix du laboratoire, les médicaments sont rationnés. En France, au lieu de mettre sous traitement toutes les personnes qui en ont besoin, on restreint la prescription aux personnes ayant une fibrose du foie avancée. En mettant tous les malades sous traitement, pourtant, on éliminerait le réservoir de la maladie. Plus de malades,
plus de virus, plus de contamination. Le sofosbuvir, s'il était accessible à tous, permettrait d'envisager l'éradication de la maladie. I travelled for 7 hours from Peshawar, one of the big cities in northwest Pakistan. So you have to go through 39 checkpoints, and in my mind I was thinking about what it must be like to be a patient who's sick or a woman who needs to give birth, and what it must be like to go through all those checkpoints. And this is during a time of relative peace. Sadly, peace is shattered very quickly in Pakistan. Sadly, extremism is a part of daily life. People are facing this every day. But when I was in Fatah, in the tribal areas, this was a relatively peaceful time. But yet, there was all these checkpoints, all this security. And it really does disrupt people's lives. I mean, when you hear the word checkpoint, perhaps it doesn't really mean anything unless you actually have to negotiate your way through one. And it's more than about restricting movement. It actually makes people feel like they're not safe. And it kind of sometimes also makes them not want to travel through a checkpoint. So they actually think over and over again before they take that journey, because they know that there's a lot of danger that they're likely to face.